La plus précieuse des marchandises, c'est un film qui est en gestation depuis assez longtemps, qu'on a eu le plaisir de découvrir au Festival d'Annecy, qui est le meilleur film, enfin le meilleur festival de films d'animation au monde. Et c'est un film qu'on avait hâte de vous montrer, donc on est très content de vous le faire. Je vous demande s'il vous plaît de réserver votre meilleur accueil, mais vraiment le meilleur accueil. Je sais que c'est tard, mais là, il faut envoyer du lourd à Julien Grande et Michel Hazanavicius. Alors Julien, tu es le directeur artistique du film et Michel Hazanavicius, tu es le réalisateur et scénariste. Oui. Co-scénariste. J'ai adapté avec Jean-Claude Lambert, qui est l'auteur du livre dont le film est tiré. C'est toujours difficile de présenter un film, mais moi je me souviens, quand tu avais présenté le film à Annecy, c'était la séance d'ouverture, tu avais dit quelque chose qui était assez drôle. Tu avais dit, je ne peux pas vous dire en présentation publique de passer du bon un aussi bon temps que nous on a fait à faire ce film, parce que ça a été pénible. En fait, j'ai dit normalement, la formule horrible consacrée, c'est j'espère que vous prendrez autant de plaisir à voir ce film que nous en avons pris à le faire. Et je leur avais dit, j'espère que vous allez autant vous faire chier que nous, on s'est fait chier. Je fais vraiment une blague comme ça. Hein, pas... En vrai, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous, on s'est fait chier à le faire. Mais ce qui était, le fond de vérité, par contre, c'est que c'était un film c'était un premier film d'animation pour toi et que c'était pas une expérience toute linéaire, en tout cas limpide. Ça a été beaucoup d'aller-retour, etc. sur la fabrication de ce film. Non, ça fait vraiment la question, genre t'as bien galéré quand même. C'était pas pro ton affaire là. Oui, non, enfin, déjà un film c'est difficile à faire. Même un mauvais film c'est difficile à faire. Un film d'animation quand on n'est pas réalisateur d'animation c'est encore plus difficile à faire. Je l'ai fait vraiment, je l'ai fait comme un réel d'animation, j'avais pas de coréen et tout, vraiment c'était tous les jours et tout, donc oui, c'était très très long. Heureusement, j'étais bien entouré par quelques collaborateurs, dont Julien Grande en tête, quoi, voilà, qui a beaucoup œuvré pour le film. Julien, qu'est-ce que tu souhaites dire au public avant qu'il aille voir le film? J'espère qu'ils vont l'aimer. Merci beaucoup à vous deux. On se voit tout à l'heure pour un échange. Très très bonne séance. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Avec la voix. Michel Hazanavicius, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors l'idée, Michel, c'est que je vous pose les premières questions et puis ensuite un micro circulera très vite. Et la première question, c'est un peu une question qu'on pose tout le temps, mais tu es connu pour faire du cinéma en prise de vue réelle, mais j'ai cru comprendre que tu avais un rapport assez intime avec le dessin, tu dessinais dans ton coin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ton rapport au dessin et de ton rapport au cinéma d'animation, même si c'est pénible le cinéma d'animation? Non, mais c'est pas pénible, c'est une notion de plaisir qui est un peu différente. C'est le plaisir de marathonien plus que de sprinter, je dirais. Oui, effectivement, moi j'ai toujours dessiné dans mon coin. Donc j'ai jamais cherché à vendre ou à exposer ou quoi que ce soit. Moi, je m'en servais pour faire mes storyboards, voilà. Mais ça se résumait à des gens de l'équipe qui disaient ouais, tu dessines bien. Voilà. Et Bérénice, ma femme, qui fait bien aussi, quoi. Et les enfants, enfin voilà, c'était très intime.
Et donc, sur ce film-là, ça a été très compliqué pour moi de faire une espèce de coming out, quoi. Et puis surtout que j'étais entouré de dessinateurs, de gens dont c'est le métier, et tout ça. Donc, ça a été assez douloureux vraiment, pour le coup, j'avais l'impression, enfin, pardon, je dis les enfants, mais j'avais un peu l'impression de me mettre à poil, quoi, de sortir un truc que normalement, était très bien, confortable là où c'était, quoi. Et donc voilà, c'est tout. Mais ouais, voilà. Et Julien, toi tu as accompagné ce film en tant que directeur artistique. Est-ce que tu peux nous décrire un peu quel était ton rôle exact? Parce que toi, Michel, je crois que tu as précisé que tu as fait ce film sans co-réalisateur d'animation, tu étais le réalisateur du film. Mais j'imagine que tu étais entouré d'une équipe dont des bras cassés. Mais oui, non, bien sûr. Ben, moi, mon travail, c'était de... Alors, Michel, il dessinait surtout des personnages, voire même que des personnages. Et initialement, moi, mon travail, c'était de superviser le travail sur les décors. Et en fait, au fur et à mesure, puisque je suis arrivé au tout début sur le film, en fait, donc au fur et à mesure de mon implication sur le film, mon domaine s'est un petit peu étendu et j'ai un peu fait le relais entre Michel et toute la partie visuelle qui nécessite d'avoir un peu des connaissances plus techniques pour dire bah, ça on va le faire comme ça il vaut mieux. Donc je faisais surtout les décors, surtout la couleur, parce que le décor trait, il était assuré par quelqu'un d'autre qui était vraiment spécialiste du dessin. Maël Le Gall, voilà, qui était super dessinateur. Et moi je m'occupais donc de un peu, d'abord dans un premier temps de mettre en place l'univers graphique avec Michel et Maël, un peu de réfléchir. C'est là qu'on est arrivé à ces idées d'estampes, de gravures, de tout ça. Une fois que ça s'était fait, c'était plus définir les atmosphères de chaque séquence et de chaque plan presque, les couleurs, les choses comme ça, un peu tout faire au brouillon comme ça, toujours avec Michel un peu, et moi qui me disait plus comme ça, plus comme ça. Et puis au bout d'un moment, jusqu'à la fin, de suivre la fabrication pour que le résultat final soit le plus conforme possible à ce qu'on s'était dit au début, quoi. Enfin, ce qu'on s'était dit au bout d'un moment. C'est-à-dire au bout d'un moment. En fait, ça a été un peu, il y a eu un petit moment où on a cherché la forme qu'il fallait donner à ce film, quoi, parce que au début on part de rien, donc il y a tout un... Vu que la fabrication d'un film d'animation est très codifiée, rigide, il faut que les choses soient définies. Donc il y a tout un travail de mise au point. Je pense que ce qu'il n'ose pas vraiment dire, c'est que comme j'étais complètement incompétent, mais je connaissais pas. Donc en fait, l'avantage de l'incompétence, c'est la fraîcheur. Donc le film ne ressemble peut-être pas à un réalisateur d'animation. Le désavantage, c'est qu'on se trompe. Je fais des trucs, on est revenu en arrière, on a fait plein de retakes, on a fait plein de trucs, etc. Mais parce qu'en fait, moi aussi, je dis pas ça pour faire le mariole et tout, je suis vraiment incompétent, j'ai appris ce métier différent en le faisant. Mais parce qu'en fait, moi, j'ai jamais fait j'avais pas du tout dans l'idée de faire un film d'animation. Moi, j'ai fait un film. Et il se trouve que c'était de l'animation. Donc effectivement, au bout d'un moment, pour des gens qui font de l'animation tout le temps, il pourrait y avoir de l'incompréhension. Donc c'est vrai que Julien, il est passé aussi directeur artistique, parce que c'était un peu le seul avec qui... le seul non, mais en tout cas, c'était celui qui comprenait le mieux ce vers quoi je voulais aller, la manière un peu chaotique à laquelle j'y étais. Et l'équipe pouvait lui parler, parce que il faisait partie du monde de l'animation, alors que moi non. Donc, oui, mais voilà, un petit peu. Mais aussi, tu disais que pour nous autres, les gens de l'animation, il y avait un truc un peu, ce qui était un peu déroutant, c'est que c'est vrai qu'on a tendance, quand on fait de l'animation, à réfléchir dès le départ à la solution technique. Alors, à part peut-être certains réalisateurs, mais en général, on a le prisme de la technique qui fait qu'on se dit, bon, là j'ai déjà fait
ce mouvement de caméra il va être trop compliqué. Là, on va plutôt faire un plan plus court parce que c'est plus facile d'animer des plans courts. Et dans le film, il y a des plans qui sont quand même assez longs, il y a des plans où on voit les personnages en très gros plans. C'est des choses qu'on fait assez rarement finalement en animation. Et parce que c'est du langage de cinéma qui se préoccupe pas de comment ça va être dessiné. Et c'est vrai que ça fait partie des choses du côté de l'équipe qui a pu être. Mais je pense, moi, c'est ce qui fait que le film est intéressant. Ça a été déroutant, je pense, pour pas mal de gens de se dire, ah oui, en fait, on va raconter des choses comme ça parce que c'est une intention de mise en scène et pas parce que c'est plus pratique de cadrer le personnage comme ça et on va s'économiser 3 décors si on le fait comme ça, qui est un peu la tendance qu'on peut avoir quand on fait de l'animation où tout est et même en termes de dessin, en fait, comme moi je fais du dessin papier et crayon, ce que personne ne fait, enfin très peu de gens en fait, sur les visages, moi je vais dessiner des ombres, et des volumes en fait. Faute grave. Non, faute grave. Disons, le problème c'est que quand vous avez des gens qui ont plutôt une tendance à avoir des dessins plus logotypés, les ombres ça devient vite des tatouages en fait. Donc il y avait un peu des incompréhensions de ce type-là, je vous dis parce que au départ c'est pas. Voilà, si je devais là je suis prêt à le refaire. Ou il y a du temps si je le referais maintenant. Parce que ce serait débile, je l'ai déjà fait. Et ça y est, on peut dire que tu as doublé maintenant, tu fais partie de la famille du cinéma d'animation. Ouais. Juste au moment où je pars, c'est dommage. Je vais poser ça. Je t'en prie, vas-y. Je suis pas grand âge. Il y a une question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser quand on fait un film qui parle des camps de concentration, en tout cas qui aborde le sujet. J'imagine qu'en tant que cinéaste, c'est la question de ce que tu montres ou ce que tu ne montres pas. On l'a vu dans des films en prise de vue réelle, comme Le Fils de Saul, plus tôt cette année, vous avez peut-être vu La Zone d'intérêt. Aussi dans le cinéma d'animation, avec un film qui s'appelait Les Secrets de mon père. Et à chaque fois que tu discutes avec les cinéastes, ils te disent à quel point ils ont réfléchi sur ce qu'ils montraient et ce qu'ils ne montraient pas. Et comment ils le montraient ou comment ils ne le montraient pas. Tu as fait un film d'animation, j'imagine que déjà ça met une distance par rapport à ce que tu peux montrer. Comment tu t'es posé cette question, toi? Si jamais, est-ce que tu l'as posé premièrement, et si oui, dans quel terme? Non, vraiment. Oui, bien sûr, c'était l'enjeu principal, l'enjeu éthique en tous les cas du film, il était là. En gros, c'est impossible de montrer ce qui s'est passé dans les camps. Voilà, c'est impossible pour une raison très simple, c'est que moi je fais du spectacle, et si je montrais ce qu'il y avait dans les camps, je sors du spectacle, et ça devient... c'est regardable, enfin tout le monde sort de la salle, ça ne peut pas rentrer dans... Voilà. En même temps, si vous ne montrez pas ce qu'il y a dans les camps, vous montrez une version édulcorée, hollywoodienne ou digeste. C'est un oxymore, une version digeste de Auschwitz, c'est un mensonge. Donc le seul moyen, c'est la suggestion. Donc d'évoquer quelque chose en faisant confiance au spectateur qui a chacun, on a tous notre imaginaire de ce qu'étaient les camps et des camps d'extermination, etc. L'avantage de l'animation, c'est que c'est déjà une première porte vers l'évocation et la suggestion. Après, ça se pose de plein de manières différentes. C'est-à-dire, en vrai, pour répondre à cette question, je pourrais répondre pendant 40 minutes, je vais essayer de faire court. Il y a plusieurs choses. D'abord, l'animation et la forme du conte qui est adoptée déjà dans le livre et dans le film vous permet de vous affranchir un petit peu de la réalité. Donc ça, c'est déjà une première chose qui fait que, par exemple, la sortie des camps, jamais de la vie, quelqu'un est parti comme ça avec personne et tout ça, c'était pas du tout comme ça. Mais pour autant, il me semble que dans ce film-là, de vouloir que ça se passe comme ça, c'est une manière de raconter l'état émotionnel de quelqu'un qui sort de cet enfer et qui se retrouve être un fantôme. Et donc, le raconter comme ça me semble être possible plutôt que de coller à la réalité, voilà, etc. De la même manière, par exemple, les convois de déportés, c'était pas comme ça. Il y avait beaucoup plus de monde, c'était dégueulasse. Les gens avaient un pot de chambre pour 90 personnes. Ils ne pouvaient pas s'asseoir. C'est immonde. Pourquoi c'était comme ça? Parce que les nazis voulaient que, après des longs mois dans des camps, ou de longues semaines dans des camps comme Drancy ou Pithiviers,
on les faisait passer pendant 7 jours dans des trains sans leur donner à boire, sans rien, etc. Qui fait que quand ils arrivaient, ils étaient déshumanisés complets, ils étaient plus simples pour les gens qui étaient là à exterminer. Mais ça, c'est une mise en scène c'est la mise en scène des nazis, c'est eux qui ont décidé que ce serait comme ça. Donc moi, j'ai le choix en fait. En déplaçant la réalité, je fais un truc qui, moi, m'intéresse, me semble plus intéressant, disons, c'est que je leur redonne une dignité d'être humain. Je les montre comme des êtres humains, comme des gens, voilà, comme des gens qui avaient des vies, etc. Et non pas des gens à moitié morts, déjà à moitié morts. Après, sur les camps eux-mêmes, c'est pareil. Là, il y a des images arrêtées. Des images, on passe d'images animées à des images inanimées. C'est une manière de représenter, d'évoquer avec une image qui sont comme ça, toutes ces têtes dessinées au fusain, qui sont un truc que j'ai vu moi au Rwanda, en l'occurrence, où j'ai vu des amas de crânes comme ça, qui rappellent l'accumulation. Bon voilà, en fait. Et toutes les images du camp, il y a soit de la fumée, soit il y a un oiseau en premier plan, soit... D'ailleurs, c'est drôle cet oiseau, parce qu'il est là où le camp de bûcherons est, puis il vole dans le camp comme s'il faisait pas un lien, mais en tout cas, on voit à quel point il est libre, et en même temps, c'est presque cruel de voir lui à quel point libre. Mais il a deux fonctions dans le film. Il a une première fonction de dire qu'en fait, ils étaient côte à côte, ils étaient un vol d'oiseaux les uns des autres. Et la deuxième fonction, c'est qu'en fait, ça c'est un petit changement que j'ai fait par rapport au livre. Dans le livre, très vite, vous avez un parallèle entre l'histoire du père et l'histoire des bûcherons. Et là, j'ai fait rentrer progressivement la réalité des camps dans une histoire qui est un conte pendant plus longtemps. Et donc les premières occurrences du père dans le récit, elles interviennent dans l'univers, dans la tête du bûcheron. Et en fait, petit à petit, et cet oiseau, justement, il nous amène et il nous fait basculer cette deuxième partie dans la réalité. Ce qu'on avait vu dans la tête du bûcheron, en fait, prend vie, prend forme et prend sang. Avant de passer faire circuler un micro, c'est le dernier film de Trintignant, je crois. Oui, c'est le dernier film de Trintignant et c'est vraiment la première chose que j'ai faite. À peine on a fini l'adaptation avec Jean-Claude Grimbert, je suis même pas sûr. Je crois que j'avais même pas la deuxième version de l'adaptation, mais j'avais les blocs du narrateur, donc je l'ai appelé, je lui ai envoyé, et il a accepté, et c'était, voilà, il y a eu un petit débat, parce que il le trouvait peut-être un peu trop vieux et tout ça, mais justement, je trouvais très très beau d'avoir une voix, d'abord, la plus belle voix du cinéma français, déjà, mais un très grand acteur, et puis un homme âgé, c'est-à-dire le conte a été écrit par un homme âgé. Et un homme âgé, une voix, c'est une voix qui a vécu, qui a souffert. C'est pas pareil. Je trouve que c'est une voix qui a des rides, quoi. C'est pareil. Elle raconte des choses, quoi. Et puis c'est un très très grand acteur. Donc c'était le dernier texte qui raconte sur l'amour, etc. Je l'avais dans mon téléphone. Et vraiment tout le long de la fabrication, régulièrement, j'écoutais ça parce que je trouvais c'était comme un cap, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler du travail que tu as fait avec tes comédiens? J'ai cru comprendre que tu avais d'abord tourné avec des comédiens qui ne sont pas les comédiens qui prêtent leur voix dans un théâtre. Et à partir de là, vous avez fait une base de travail. Et ensuite, tu as réenregistré les voix. En fait, j'ai fait même pour les comédiens, j'ai fait 3 trucs. D'abord, j'ai tout tourné avec des acteurs. Ce qui m'a permis d'intégrer le montage. En fait, moi, quand je fais des films, l'écriture, c'est scénario, tournage, montage. L'écriture se termine réellement au montage. Et dans l'animation, normalement, vous faites le storyboard et l'animatique, et ça ressemble un peu à du montage, mais c'est pas du montage vraiment. Tu précises que tu as travaillé sur le montage de ce film. Ah ouais, bien sûr. Mais comme sur tous mes films, en fait, vraiment, c'est la fin de l'écriture. Donc là, ça m'a permis
de finir l'écriture, de faire des essais, de faire des choses, de travailler avec des acteurs, etc. De voir où un gros plan est plus efficace qu'un plan large, voilà, d'écrire vraiment. Ça m'a permis aussi de formater le film parce que ça coûte très cher l'animation. Et donc j'avais le droit à 75 minutes, pas 76, 75. Et donc ça a permis de formater le film à 75 minutes et de connaître comment dire, les durées de plan, etc. Et au final, c'est très proche. Il y a des choses qu'on peut bouger parce qu'il y a des plans qui ne sont pas très longs, pas très bien rallongés. Comment dire, une maison avec de la neige, bon, ça dure 4 secondes ou 8 secondes, ça ne change pas, mais grosso modo, c'est ça. Une fois que j'ai fait ça, on a fait un storyboard. Sur le storyboard, j'ai enregistré avec des acteurs. Pour l'anecdote, à l'époque, c'était Depardieu qui a fait Le Bûcheron. Mais ça s'est bien passé ça s'est bien passé. Mais non, voilà, c'était. Et puis à un moment donné, alors. Trintignant. Non, Le Bûcheron, pas Trintignant. Trintignant était. Ça n'a jamais bougé. Mais à un moment donné, ça devenait impossible en fait. C'était un peu avant que le truc explose, mais ça devenait impossible. Donc je l'ai appelé. Pour le coup, quoi qu'on pense de Depardieu, voilà, quoi que je pense de Depardieu, il a très bien compris. Et donc voilà, mais on a quand même travaillé. Et à la fin, j'ai réenregistré avec des acteurs que vous avez là qui sont. C'est un texte qui est très littéraire, que j'ai cherché à faire des dialogues quotidiens. Ce sont des dialogues très littéraires, donc je voulais plutôt des acteurs de théâtre. Voilà, donc Podalides, Dominique Blanc, Grégory Gampa, avec des voix qui ne sont pas typées modernes et qui arrivent à faire sonner des textes très littéraires de manière souple. Et toi, Julien, tu as travaillé sur ce matériau? Oui, moi j'ai travaillé surtout des images fixes. Je ne m'occupais pas du tout de la partie animation. En fait, c'était un peu comme s'il y avait deux antennes pour la fabrication du film. Une qui était vraiment dédiée à la narration et une qui était vraiment sur l'aspect visuel. Et moi, je m'occupais de cette partie-là. Donc moi, j'ai vu tout ce matériau-là, mais je n'ai pas travaillé dessus. Moi, je travaillais sur des images fixes. Un petit peu quand même. Des fois, t'as vu le plan, c'est pas ouf, hein. Oui, mais c'était du coaching, du consulting. S'il y a des questions, je veux bien les prendre. Vous pouvez lever la main, je vais venir vous voir. Pas tous en même temps. Ah, je vais commencer par vous à gauche, puis je montrerai, puis j'irai vous voir. Bonsoir. J'ai une question. Vous disiez que réaliser un film d'animation, vous aviez un peu l'impression de vous mettre à poil. Vous disiez que quand le fait de réaliser un film d'animation, vous aviez la sensation de vous mettre à poil. C'est pas une sensation que vous avez aussi quand vous réalisez vos films que vous écrivez avec vos acteurs? C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Ce que je voulais dire, la sensation de se mettre à poil, c'est de montrer mes dessins à des gens. Ce que je faisais pas, c'est d'ouvrir des carnets, et surtout à des gens dont c'est le métier, qui sont dessinateurs. Non, j'ai pas du tout l'impression de me mettre à poil quand je fais des films. Non, ah non. Je suis pas Depardieu, moi. Je plaisante. Mais non, Non, et en fait, je vais vous dire, quand vous faites un film, là, il s'est passé un truc quand même très marrant sur ce film, enfin très marrant. Quand vous faites un film, ça va assez vite. Et tous les choix que vous faites, je parle d'un film live, vous ne les justifiez pas en fait. Vous ne dites pas au chef opérateur, tiens, on va se mettre là, et puis on va prendre une focale à 40. Parce que tu comprends, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre en valeur. Vous expliquez pas vos choix en fait. Vous les faites et c'est comme ça va vite. Mais là, comme vous faites d'abord un storyboard, ensuite vous faites un animatique, ensuite vous faites de l'animation, etc. Vous avez tellement de gens à qui il faut expliquer, etc. Ils veulent tous comprendre. Et en fait, vous expliquez tout parce que les choses sont exécutées par d'autres. Donc vous êtes tout le temps en train de justifier tous vos choix. Et là, encore plus que sur un film live, la porte n'est pas ouverte, la porte du studio, dans le sens où il n'y a pas de hasard.
tout ce qu'il y a dans chaque plan a été choisi. Donc, soit proposé par quelqu'un et accepté, soit demandé et exécuté, mais tout a été choisi tout le temps. Donc je ne sais même plus du tout pourquoi je raconte ça, mais en tous les cas, voilà, c'est tout. Tout le monde est habillé, j'imagine. Tout le monde est habillé, ouais, grosso modo. Ouais. Merci. Premièrement, bonsoir et félicitations pour votre film. Moi, la question que j'ai décidé de vous poser, c'est dans le film, il y a beaucoup de non-dits et très peu de dialogue. Est-ce que c'était quelque chose de voulu dès le départ ou c'est quelque chose que vous avez senti le besoin de faire? Non, c'était absolument voulu dès le départ. D'abord, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les protagonistes ne sont pas des gens du verbe, ce sont des taiseux. Pour avoir connu des rescapés, des camps, et pour l'imaginaire qu'on peut en avoir, je n'aurais pas vu du tout le père, il dit rien pendant tout le film, sauf à la fin, il dit une petite phrase. Et quant au bûcheron, c'est pas non plus des gens qui parlent. Donc de toute façon, c'était pour moi un peu une évidence. Mais par ailleurs, dans ma manière de fonctionner, je trouve que autant... j'aime bien quand le cinéma ne se raconte pas par les dialogues, et que les dialogues servent vraiment pour être des dialogues, alors notamment dans la comédie, c'est hyper bien les dialogues. En revanche, sur les trucs émotionnels, je trouve que moins on en dit, mieux c'est. Parce que vous laissez le spectateur se raconter l'histoire. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que vous ayez vraiment une grammaire très précise visuellement dans les informations que vous donnez aux spectateurs pour qu'ils comprennent tout. Mais je trouve que par exemple, une des scènes qui a été pour moi les plus compliquées à faire, mais pas que dans ce film, sur vraiment, je dirais quasiment tous mes films, c'est la scène du miroir à la fin, quand ils se voient. C'est une scène où il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien qui est expliqué, voilà. Mais normalement, parce que ce qui se joue est beaucoup plus gros que ce que je pourrais dire, c'est très large ce qui se joue, c'est épais. Donc dire des dialogues, ça aurait été ramener le truc. Voilà. Donc c'est mieux comme ça. Voilà. Donc je préfère que chacun participe à la narration. Vous pouvez passer le micro devant, s'il vous plaît. Non, mais c'était plus ou moins la même question. Donc... Ok, il y a quand même devant. Je peux vous faire plus ou moins la même réponse. Oui, merci. Frappé par la singularité de cette œuvre. Et je voulais savoir si vous pourriez nous parler de votre collaboration avec Jean-Claude Grimbert. Oui. Alors Jean-Claude Grimbert, pour tout vous dire, c'est le meilleur ami de mes parents depuis qu'ils ont 15 ans. Donc j'ai toujours connu Grimbert. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a un esprit très particulier. Lui, donc son père a été déporté, son grand-père a été déporté. C'est quelqu'un qui est, comment dire, il n'a pas le choix, quoi. C'est-à-dire, là où moi j'ai toujours refusé, j'ai jamais voulu faire des films qui se passaient autour de cet événement. Lui n'a pas eu le choix, c'est comme s'il était empoisonné, quoi. Donc voilà, par ailleurs il est très drôle. Et puis il a des colères, et puis il a des trucs, c'est quelqu'un de très vivant. En fait, il a envoyé quand il a fini d'écrire, il a envoyé son livre, avant qu'il ne soit publié, à Robert Guédiguian. Robert Guédiguian a dit, moi je ne saurais pas faire, mais il l'a donné à son associé, Patrick Sobelman, et il cherchait un réalisateur, et c'est Jean-Claude qui a dit, mais allez voir Michel, parce qu'il dessine. Donc ils sont venus me voir. Et moi, pour moi, Jean-Claude, c'est l'ami de mes parents, mais bon, voilà. Et quand j'ai lu cette histoire, j'ai été vraiment bouleversé. Et moi, je ne fais pas des films avec des grandes histoires. Je n'ai pas des histoires géniales dans mes films. Voilà, cette histoire. Donc, c'est pas ça, quoi. Et donc, du coup, je vois ça, je vois un matériau vraiment incroyable. Et, bon, le film, je décide de le faire et tout. Et en fait, bon, pour tout vous dire, sa femme est décédée à ce moment-là. Et c'était un couple extrêmement fusionnel.
Donc il n'était pas du tout, dans un mood. Enfin, moi, il me disait, écoute, j'ai écrit l'histoire, etc. Donc on a énormément parlé en fait. J'allais chez lui, on parlait beaucoup. Je revenais, j'écrivais, je lui faisais lire, il disait bah, c'est bien, on a bien travaillé, là, c'est bien. Puis on parlait, et puis voilà tout. Mais il a vraiment guidé vraiment l'écriture, c'est-à-dire que quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de dire que j'ai fait de l'adaptation. On l'a fait vraiment tous les deux parce que, par exemple, il y a eu un moment où j'étais un peu trop didactique dans le. Je voulais un peu trop raconter sur les camps. Il a dit écoute, il n'y en a pas besoin, si les gens veulent savoir, ils sauront. Nous, on est là pour raconter l'histoire, c'est tout, on raconte l'histoire. Donc tout ça, c'est des choses, même au début, quand j'ai hésité, il m'a dit, tu sais, moi, le seul truc que j'ai voulu raconter, c'est que même dans la pire des merdes, il peut y avoir une belle chose. Et en fait, ça m'a éclairé sur comment... En fait, il m'a toujours donné le cap, la route, alors sur le général, mais même sur des scènes comme ça, précisément. Donc, et en me faisant une confiance totale. Voilà. Même des choses, je sais qu'il n'était pas d'accord, parce que pour moi c'était des équivalences de scénarios au livre, il m'a laissé faire, il a accepté. Et pour l'anecdote, donc il adore le film, il est hyper content. Et pour l'anecdote, lui il est né en 1939, et il s'est fait arrêter en 1943 avec sa mère et son frère qui est plus âgé que lui. Ils ont été emmenés au commissariat du 10e, et le commissaire les a renvoyés chez eux. Donc il est passé très près. Et lui et son frère ils sont partis dans le sud et sa mère est restée à Paris, et donc ils s'étaient cachés comme ça. Mais lui il était petit, il avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, donc c'est son frère qui a vécu le truc. Et lui il était dans l'ombre de son frère. Depuis qu'il écrit sur ce sujet, à chaque fois son frère il fait ah, c'est pas. T'aurais pas dû faire ça. Et quand il a vu le film, son frère, il lui a dit, bah ça va rester, ça. Donc du coup, Jean-Claude est hyper content, voilà, parce que c'est comme une espèce pas de boucle, quoi, mais voilà, un truc. Donc, mais il est content. Pourquoi avoir choisi ce thème? Pourquoi avoir choisi ce thème? Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Le thème, c'est vraiment l'auteur du livre qu'on a adapté. C'est lui qui a décidé d'écrire une histoire sur ce thème-là. Moi, j'ai pas décidé ça. En revanche, il l'a tellement bien écrite que quand elle est arrivée dans mes bras, je n'ai pas eu le cœur j'ai pas pu dire non, tellement elle était bien écrite. Donc je ne l'ai pas choisi, je l'ai plutôt accepté. Et pour répondre un tout petit peu plus à ta question, je vais te dire quand même, c'est que ce thème, il est très très large. Et en règle générale, quand il y a des films sur ce thème-là, on parle soit des victimes, c'est des millions et des millions de morts de gens qui ont été assassinés, soit des bourreaux, des millions et des millions de gens qui ont tué d'autres millions de gens. Donc c'est une catastrophe tu vois, dans l'histoire de l'humanité. Mais lui, il a parlé d'autre chose. Il a parlé de gens qu'on appelle les justes. Et les justes, c'est des gens qui ont sauvé d'autres gens alors qu'ils n'avaient aucun intérêt à le faire. Ils prenaient des risques. Ils ont, comme ce bûcheron et cette bûcheronne, mais comme Gueule Cassée aussi, comme plein de gens dans cette histoire-là. Et les justes, c'est des gens, c'est une figure que moi j'aime énormément parce que je trouve qu'elle est très actuelle. Parce que c'est des gens, ce que je te racontais tout à l'heure, tu vois bien que le monde entier marche sur la tête. Quand des millions de gens tuent d'autres millions de gens, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, mais que personne ne s'en rend compte. Et les justes, c'est des gens qui s'en sont rendus compte. Et eux, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas marché sur la tête. Ils avaient une espèce de boussole morale, si tu veux, qui a fait qu'ils ont bien agi. Et ça, je trouve que c'est une figure qui est, comment dire, qui ne changera jamais, c'est-à-dire qui sera toujours une belle figure. Bonsoir. Bonsoir. Le film est superbe. Merci. J'ai 2 questions. La première, c'est en quelle année vous avez commencé à travailler sur le projet? Et la deuxième, est-ce que c'était difficile de financer un dessin animé avec un sujet aussi dur?
Alors, moi j'ai reçu les épreuves fin 2018, donc j'ai commencé un peu à faire des premiers croquis, réfléchir et tout, tout début 2019. Je me suis quand même arrêté un an, parce que, en fait, donc ça c'était il y a quasiment 6 ans. 6 ans, mais je me suis arrêté quand même un an, parce qu'il y a eu le Covid, on ne pouvait plus financer, donc les producteurs m'ont dit on va s'arrêter 8 mois, et en fait j'ai juste fait un film qui est une comédie bien déconnante, qui s'appelle Coupé, voilà, j'étais hyper content de faire ça, et mais j'ai fini Coupé le vendredi soir, je finissais le mixage, et le lundi matin on reprenait le truc. Donc en gros, il y a 5 ans de travail. J'ai commencé il y a 6 ans, mais je dirais qu'il y a 5 ans de travail. Et c'était pas très compliqué à financer parce que Studio Canal était dans l'aventure dès le début. Et donc ils ont dit on le fait. Et ils l'ont fait, ils ont soutenu, et ils l'ont dit on le fait quoi qu'il arrive. Donc voilà, ils ont soutenu et ils continuent de soutenir, et ils continuent d'être, comment dire, ouais, de soutenir, de supporter le film. Donc c'était pas très compliqué. Oui, bonjour. Bonjour. Donc je suis Mamadou Kouré, je suis l'élue aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations de cette ville, de Montreuil. Je suis venue parce qu'une amie m'a invitée et donc je ne savais pas du tout ce que je venais voir. Et je suis très contente d'être venue. Merci. Et c'est vraiment un film très très bien. Franchement, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé la portée universelle de l'horreur, de la fabrication de la haine. Et cette haine qui mène à des horreurs, cette haine qui mène à la déshumanisation de l'homme. Parce que vous disiez que dans les trains, on les déshumanisait, mais c'est les personnes qui les déshumanisent qui ne sont pas humains. Malgré le fait qu'ils soient dans le train et qu'ils arrivent déshumanisés, comme on dit, il reste quand même un peu d'espoir, un peu d'humanité en eux. Et la question que je voulais vous poser, c'est que est-ce que vous aviez conscience de la portée pédagogique de ce film, et ce que ça pouvait nous apporter en fait, le potentiel pédagogique de ce film? Alors il n'est pas... Enfin, bon, déjà merci pour votre intervention. Bon, il y a un petit truc, moi je diffère un tout petit peu de ce que vous dites, c'est-à-dire je pense que malheureusement c'était des humains qui ont fait ça. C'est-à-dire que, et je pense que le film raconte ça, c'est-à-dire que malheureusement c'était des humains dans le train, mais c'était des humains qui tenaient les chiens dehors, et qu'on a tous, nous, les deux. Et il ne faut pas lutter que contre les autres, il faut lutter sur celui qu'on a mis. Ça, c'est voilà. Moi, je me suis toujours un peu, comment dire, mis cette histoire de la pédagogie, du devoir de mémoire et tout ça de côté, parce que c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de faire des films. Et je me suis concentré sur l'idée de faire un film que je voulais être un bon spectacle. Mais ça ne veut pas dire que je suis complètement déconnecté du truc. Mais mon idée, c'était de dire, si c'est un bon spectacle, oui, il y aura, ce sera un outil pédagogique s'il le faut, ce sera une manière de raconter tout. Mais le problème, quand vous commencez à faire des films un peu à thèse ou avec des choses que vous voulez, il y a un risque de ne pas faire le film que vous devez faire. Mon boulot, c'était de faire ce film-là, donc je me suis vraiment concentré là-dessus. Après, pour tout vous dire aussi, alors le truc du universel, c'est beaucoup le conte aussi qui donne ça. C'est-à-dire que le mot juif n'est pas prononcé, le mot nazi n'est pas prononcé, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de... Et c'est vrai que ça donne aussi une portée un peu plus large, je pense, au récit, d'une part, et puis d'autre part, quoi d'ailleurs. Oui, non, c'est ça que je voulais dire, c'est que la situation de la place des Juifs dans la société, elle a changé dernièrement. Donc, oui, il prend un peu une autre couleur,
Oui. Mais c'est pas mon fait en fait. Il prend une autre couleur parce qu'autour ça a changé. Et donc voilà, mais ça d'une certaine manière, j'y suis pour rien. Le film n'a pas été conçu comme une réponse à la situation actuelle. Pour autant, je suis très très heureux dans la situation actuelle d'amener un film qui a une voix apaisée, humaniste. Bonsoir. J'aurais deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui a écrit cette histoire à partir d'une histoire vraie. On l'a proposé, non? C'est pas ça? Enfin, il y a eu plein d'histoires, enfin oui. Ah d'accord. Non, il n'y a pas d'histoire vraie, des bûcherons, tout ça, non, c'est pas une histoire. D'accord. Ça aurait pu, mais alors du coup, pourquoi dans ce conte, le père, 2 fois de suite, ne se fait pas reconnaître quand il reconnaît la couverture, et qu'il a compris, et après dans la gare, si j'ai bien suivi, dans ce conte. Ça, c'est la première question. Alors la question, c'est quoi? Pourquoi le père, selon vous, ne se fait pas reconnaître, alors que 2 fois, il pourrait? Alors, en fait, moi, j'aime bien que les films, mais c'est valable pour tous mes films, soient des propositions. Et je laisse au spectateur l'interprétation. Si vous devez juger, vous jugez. Là, je vais vous donner la mienne, elle vous convaincra ou elle vous satisfera ou non. Quand il la retrouve, qu'elle est en train de vendre des fromages, etc., il se voit dans la glace, il comprend ce qu'il est devenu, et il comprend le choix de la petite. Le choix de la petite, c'est un fantôme qui revient des morts, ou une femme dont elle pense qu'elle est la fille. Et évidemment, la petite, quand elle voit ce choix, elle choisit sa mère. Et lui, il se voit, il comprend le choix, et il respecte le choix. Donc il refait le même... Il se sacrifie lui une 2e fois, et pour moi, c'est ce qui fait toute la beauté de cette histoire-là, c'est que il joue la carte de l'enfant, en fait, pas la sienne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, il achète le magazine, il y a un début de sourire, et ce que je lui donne, ce qu'on lui donne, c'est la possibilité de la retrouver. Mais je ne lui interdis pas de la retrouver, moi, le film s'arrête avant. Mais si je lui avais donné, enfin, un happy end, une scène, je ne suis pas sûr que vous auriez aimé. Enfin, moi, je n'aurais pas aimé une scène où ils se retrouvent et... Non, mais par contre, j'ai bien l'idée que les gens rentrent chez eux et imaginent cette scène. Ça me va très très bien. Mais moi, je préfère la laisser, lui donner juste la possibilité qu'il se retrouve. Parce que on peut penser que cet enfant, à un moment donné, cet adulte, etc., etc. Mais bon, j'ai compris votre réponse. La deuxième question, elle est plus technique. J'ai trouvé le film extrêmement beau, particulièrement au niveau des dessins. Et je me suis dit, mais quel travail, ne serait-ce que pour faire ce qu'on voit là. Donc j'aimerais savoir, parce que j'y connais rien du tout, est-ce que c'est vous qui l'avez dessiné tout seul ou toute une équipe, et ça me semble un travail absolument incroyable. Non, c'est pas lui qui a dessiné. Non, en fait, là, il y a plusieurs couches dans l'image, donc dans l'animation, chaque élément de l'image est dessiné par une personne différente. On peut dire, donc, il y a le décor qui est la partie fixe, et les personnages, l'animation, et ces deux choses-là déjà sont dessinés par deux équipes différentes, puisqu'il y en a un qui doit nécessiter plusieurs images par seconde, et l'autre, c'est une seule image sur tout le temps. Donc, Michel, il a dessiné des images de référence, il a corrigé des dessins déjà faits pour les deux personnages, mais après, toutes les images que Michel a pu dessiner, elles ont été redessinées, et tous les décors, ils ont été faits un peu à 4 mains, puisque moi je faisais la couleur, et il y avait quelqu'un qui faisait le trait. Et en fait, c'était un peu un ping-pong entre chaque image, en fait, passe par 10 étapes de brouillon avant d'être finalisée. Et en fait, on voit l'image finale que
toute fin. Une semaine avant le festival de Cannes. Mais rien que pour dessiner là, toutes les branches, etc., c'est déjà un travail. Oui, c'est un gros travail. Moi, ce que je fais sur cette image-là, je vais vous dire, c'est le cadre. C'est-à-dire, je fais un truc comme ça, je fais une petite maison, je fais un arbre, un truc, et puis le personnage. En fait, je dessine le storyboard. Un plan large avec ça, voilà ce qui se passe dedans. Et après, bah oui. C'est-à-dire que si j'avais dû faire tout ça, j'aurais commencé il y a 25 ans. C'est l'équipe, quoi. Du coup, on a les 2 dernières questions. Bravo, hein, déjà. C'est très singulier et effectivement très peu formaté, très puissant. Ma question se rapproche de la précédente, à savoir comment en êtes-vous arrivé, j'imagine assez tôt dans le process, à faire ce choix sur le côté estampe, enfin le choix esthétique? Alors, en fait, Michel il est arrivé très vite avec des références picturales, de peinture un peu style naturaliste russe, genre Guilin, non, Guilin. Oui, voilà, des peintres slaves de paysages, et aussi des estampes japonaises, des choses comme ça. Et au début, on était un peu parti sur l'idée de donner un rendu un peu de peinture, un peu peinture romantique. Et en fait, c'est assez compliqué à faire. Et puis, c'est pas forcément très, ça peut vite être assez kitsch, un bon geste. Et surtout, il y a le problème dans l'animation qu'on dessine les personnages, et les personnages qui doivent être dans un dessin qui est reproductible, dans un dessin que Mme Michel appelle logotypé, c'est-à-dire un dessin qui est figé. Donc souvent, ça se voit dans les vieux dessins animés, on a un décor qui est souvent en aquarelle ou à la gouache, et puis un personnage qui était peint en aplats de couleurs sur des celluloïdes, et donc lui, il était vraiment dans un autre monde graphique. Et c'est vrai qu'avec le numérique, cette frontière, un peu, elle s'amenuise, mais elle existe encore un petit peu. Et l'estampe, c'était une manière déjà techniquement, d'avoir un rendu du décor qui s'approche de la manière dont on dessine les personnages. Sauf que vu que c'est un décor, on va quand même faire une image qui est plus soignée, avec des dégradés, avec des effets, avec des choses, des textures, des trucs. Et en plus, il y a dans la gravure, je trouve, un imaginaire un petit peu qui se rattache à l'univers du livre, finalement, du conte. Je sais pas, on pense à Gustave Doré, ces gravures, pour le coup, Guilin, avec un graveur russe qui faisait des trucs un peu art nouveau, un peu. Et c'est aussi une image qui est déjà une image industrielle, c'est-à-dire qui est destinée à être reproduite, mais qui précède la bande dessinée, qui précède l'illustration contemporaine, et qui du coup a quand même un peu cette tonalité un peu picturale, et du coup c'était un peu ça a apparu comme une espèce de compromis à la fois technique et sémantique. Voilà. En fait, moi, au tout début, quand j'ai lu le texte, j'ai eu le sentiment que cette histoire avait toujours existé, et qu'il l'avait écrite, mais qu'elle avait toujours existé. Et je voulais un peu retrouver le même truc, c'est-à-dire, par exemple, le tout début du film, c'est des notes de violon très très hautes comme ça, et dans l'idée de ce générique, c'est comme si, comme un souvenir qui remonterait à la mémoire, quoi, comme si le truc venait un peu de... Et donc, et au début, quand j'ai pensé classique, animation, j'ai pensé les premiers Disney. Et il y a encore un petit peu des restes, je trouve, dans le traitement du bois, des endroits, ou de la pierre, etc., qui peuvent ressembler à des trucs un peu de Blanche-Neige qu'on avait regardé et tout ça. Mais bon, Disney, ça n'allait pas, c'était trop rond, c'était ceci, c'était cela. Et effectivement, après, sont venus les Russes, les estampes, et Julien, c'est lui qui m'a sorti les japonistes, il m'a montré Henri Rivière, en l'occurrence, un illustrateur, et en fait, et Julien était celui qui comprenait, en fait, qui trouvait des solutions qu'avait la culture, il avait 26 ans à l'époque. Et donc, non mais, oui, et j'avais des gars qui étaient bien plus âgés, mais je chantais, voilà. Et donc, c'est là où il a pris en charge les décors. Et effectivement, et là, on travaille aussi sur le fait que moi j'aimais bien qu'il y ait un trait cerné sur les personnages
tout d'un coup, ça collait bien d'avoir ça dans les décors, parce que il disait à juste titre, il faut quand même qu'on arrive à fondre les personnages dans les décors, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à tout ça. J'ai deux questions. D'abord, merci pour le film, très beau film. Une question, c'est à partir de quel âge vous estimez qu'on peut aller voir ce film? 66. Et ma deuxième question, je vous la pose. Vous avez décidé de faire parler vos personnages en français, pourquoi pas en polonais? Alors on vous dit, il y a un dessin animé, ça se passe pendant autour de la déportation, c'est en polonais, vous venez ou pas? Je suis pas sûr. Bon, alors, ok. Honnêtement, alors, bon, pour répondre à votre première question, moi je dirais que c'est à partir du collège. Mais après, c'est à la discrétion des parents, c'est-à-dire que. Moi, il n'y a pas d'image explicite réellement. Les images, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des images qui évoquent et qui vous ramènent à votre propre imaginaire. Donc ce que vous avez imaginé, il faut bien vous dire qu'un gamin de 11 ans n'imaginera pas la même chose. Il imaginera avec son imaginaire à lui. Parce qu'il n'y a pas de... Comment dire? Les images en soi, elles ne sont pas... je pense qu'elles sont bien moins terribles que ce qu'on peut voir très souvent ailleurs. Et par rapport à la langue, c'est vraiment une histoire de convention, mais je trouve qu'ils ne sont pas moins crédibles à parler français qu'à être dessinés, en fait. Donc, ça ne me semblait pas du tout un... Pour moi, l'animation, justement, elle a vraiment cette vertu-là qu'elle elle peut marcher dans toutes les langues. C'était la dernière question. Julien, Michel, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Le 20 novembre, vous pouvez voter pour le film.